si c'était qu'au parti de gauche. Non, des fois il faut en mettre au niveau du front de gauche, mais c'est une autre histoire. Moi j'étais il y a peu à Brive. Je fais pas mal de meetings comme ça où il y a des alliances front de gauche, Europe Écologie, j'y reviendrai tout à l'heure. Et il y a une chose que je signale aux journalistes, je ne sais pas s'il y en a encore dans la salle, je ne vois pas les caméras de France 3, etc. Mais ces meetings, on les remplit à chaque fois. Voilà. Et je doute que dans cette campagne électorale, ça soit le cas des autres forces, y compris celles que l'on voit sans arrêt à la télé sur les médias, qui, j'allais dire, sont sur toutes les antennes, alors que nous, très souvent, il faut qu'on se contente de la portion congrue. Bien. Ça, c'était un petit signal. Je vais le donner un petit peu comme ça pour se donner courage, parce que mon introduction va être un peu moins rose. Je vais vous citer un petit texte, enfin des éléments d'un petit texte qui a été écrit par un économiste et qui parle d'innovation du domaine du transport et de la communication, d'expansion du commerce, d'intensification des échanges des capitaux, de division du travail, de la multiplication des traités de libre-échange, d'échanges qui progressent beaucoup plus vite que la production, d'intensification, d'intégration financière internationale, des exportations qui explosent, créant une tension et une concurrence entre les nations, dans un contexte d'une nation, justement, d'un impérialisme dont la suprématie est affaiblie. Alors vous me direz, tiens, il est en train de décrire la situation. Non, en réalité, cet économiste décrivait une situation qui, à l'époque, faisait dire à Jaurès « Le capitalisme porte en lui la guerre, comme la nuée porte l'orage ». Je parle là d'un texte qui décrivait la première mondialisation capitaliste avant de la guerre de 14. Si je dis ça, évidemment, c'est que l'histoire, parfois, ne se répète pas toujours, mais en tout cas, elle bégaye, et elle bégaye des fois de la manière la plus dramatique qui soit. Et dans les caractéristiques de la mondialisation capitaliste d'alors, vous retrouvez évidemment beaucoup des caractéristiques du monde dans lequel nous vivons. Beaucoup des caractéristiques, à commencer par une crise sociale sans précédent, dont l'origine même vient du fait de l'accumulation du capital à une hauteur que nous n'avons jamais connue dans l'histoire, puisque désormais, mondialisés, les actionnaires ne se contentent plus de pourcentage de profit à un chiffre, mais à 2 chiffres. Sans ça, on ferme les entreprises, on les délocalise. Une mondialisation, évidemment, qui sème aussi la misère et la crise d'un point de vue démocratique et des souverainetés populaires. Tout à l'heure, Karima l'a dit, nouveauté par rapport à avant la guerre de 14, où tout cas on ne la connaissait pas de manière évidemment aussi frappante, c'est une crise qui sévit évidemment d'une manière écologique au niveau environnemental, puisque nous savons maintenant, à une échelle historique de quelques décennies, que la Terre pourrait bientôt non pas disparaîtra, même si le genre humain, lui, disparaît, mais en tout cas devenir invivable pour des millions et des millions, voire des milliards de nos concitoyens. Et puis, dernier élément, parce que je vous citais l'avant-guerre de 14, c'est la question de la guerre. Malheureusement, la menace de guerre, nous la connaissons depuis longtemps dans ce monde. Nous savons, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, là où le choc des civilisations sévit sur fond de guerre impérialiste et face à des intégristes de la pire espèce, nous savons évidemment quelle menace. Mais il serait une erreur aujourd'hui de penser que notre continent européen en est prémuni. Là aussi, les médias n'ont pas fait des tonnes, mais nous trouvons pour notre part extrêmement inquiétant qu'aux frontières de l'Europe, 600 parachutistes américains soient en Ukraine, dans une des zones les plus dangereuses, exposées avec des centrales nucléaires et de tensions évidentes. Alors vous me direz, tiens, il exagère. Je voudrais vous citer une petite phrase d'un excellent article de l'Humanité, d'un nommé Jean-Claude Juncker, qui parle donc soi-disant en notre nom, puisqu'il est le président de la Commission européenne, non élu évidemment, qui explique qu'il est favorable à une armée commune européenne. Alors il dit, on ne créerait pas une armée européenne pour l'utiliser immédiatement, brave homme, immédiatement, mais une armée commune à tous les Européens ferait comprendre à la Russie que nous sommes sérieux quand il s'agit de défendre les valeurs de l'Union européenne. Bien. Alors là, à partir de là, si vous êtes comme moi, vous vous demandez quelles sont les valeurs de l'Union européenne. Est-ce que c'est la démocratie? Monsieur Orban en Hongrie doit en sourire. Est-ce que c'est le respect de la souveraineté populaire? Le moins qu'on puisse dire, c'est que la manière dont sont contournés absolument tous les votes des peuples les uns après les autres par rapport au traité européen et la façon dont on considère aujourd'hui le gouvernement élu de la Grèce pour l'obliger à revenir sur les mandats sur lesquels il a été élu, laisse évidemment la question de la souveraineté populaire totalement étrangère à la construction actuelle de l'Union européenne. Vous me direz, c'est peut-être le respect intangible des frontières. Pour
quiconque se rappelle de la façon dont a été disloquée la Yougoslavie sur pression de l'Union européenne et des principales puissances européennes, là aussi, on aurait évidemment à redire. En réalité, nous le savons malheureusement, les valeurs européennes de Juncker sont bien connues. Lui, l'ancien Premier ministre d'un paradis fiscal qui s'appelle le Luxembourg, ce ne sont en réalité que les intérêts des puissances occidentales, de l'OTAN, dans une confrontation de plus en plus importante entre blocs, c'est-à-dire avec l'émergence de ce qu'on appelle les BRIC, c'est-à-dire celle des pays émergents qui, vous ne le savez peut-être pas la semaine dernière, mais se sont donné un espace, le début d'un espace monétaire commun avec une banque de développement. Voilà aujourd'hui quel est le monde dans lequel nous sommes. Et ce dont je vous parlais, c'est-à-dire une confrontation qui s'intensifie tout le temps sur fond de compétition et donc possiblement de guerre, eh bien malheureusement, c'est les menaces qui sont devant nous. Je dis ça non pas pour pleurer l'atmosphère, mais simplement pour comprendre pourquoi nous trouvons le moment aussi grave. Pourquoi nous sommes dans des élections, dans des mouvements, dans des contextes sociaux où, évidemment, de moins en moins de nos concitoyens aient envie de sourire, et nous-mêmes, où nous trouvons que militer est parfois fort dur. Nous sommes dans un contexte, là aussi, qui rappelle, évidemment, parce que c'est une suite de cette première mondialisation capitaliste, l'entre-deux-guerres, ce moment de récession en Union européenne, qui menace à nouveau, désormais, enfin, en Europe, qui menace de nouveau, désormais, l'Union européenne, où l'extrême droite était en train de monter. Et évidemment, quand je dis que l'extrême droite était en train de monter, cela rappelle aussi ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, puisqu'on nous explique que Mme Le Pen, non seulement pourrait être au second tour des élections, mais pourrait même possiblement la gagner. Alors vous me direz, dans ce sombre tableau, il n'y a plus qu'à partir en courant, quoi. Quel espoir avons-nous? Là, je vais peut-être aborder le côté un peu plus optimiste de mon discours, à savoir que nous sommes justement dans un monde de plein bouleversement. C'est ce que nous observons tous les jours. Rien n'est stabilisé. Le capitalisme lui-même, de par sa crise, déstabilise absolument le monde. Et dans cette période de déstabilisation, fort heureusement, j'allais dire que tout peut aller vite. Ceux qui aujourd'hui dominent le champ politique peuvent se retrouver demain minoritaires, et ceux qui, comme nous, combattent au nom d'une autre politique, celle du partage des richesses, de la lutte contre l'austérité, pour la souveraineté populaire, pour une écologie qui soit au centre de nos préoccupations politiques, parce que c'est le premier intérêt général, peuvent se retrouver majoritaires. Vous me direz, ils rêvent peut-être, mais vous savez comme moi que l'exemple de Syriza récemment vient de montrer qu'en quelques années, certes, pour l'instant, dans un contexte économique différent, on peut effectivement passer de 4% des voix à un parti majoritaire, et à l'inverse, le PASOK, l'équivalent de notre parti socialiste, peut passer de 43% des voix en 2009 à moins de 4% aujourd'hui, et passer de très peu à rentrer dans l'Assemblée nationale grecque. Donc, il faut se dire, dans un moment de ressac que nous connaissons aujourd'hui, que c'est maintenant que nous construisons peut-être justement les pierres sur lesquelles nous allons pouvoir permettre de reconstruire, de rebondir, sauf qu'il y a urgence pour cela. Je crois que ce qui doit nous conduire dans ces moments-là, c'est de bien faire notre travail, d'être le plus perfectionniste possible, se dire que le moindre gain, le moindre pas gagné, est peut-être quelque chose qui va se multiplier pour l'avenir et permettre justement, dans quelques années, d'avoir des espoirs bien plus importants que la situation que nous connaissons aujourd'hui. Ça commence par dire la vérité aux Français. Alors moi, je m'adresse à Manuel Valls, quoi. Ça suffit, quoi. Valls, Cambadélis, Le Foll, quoi. Le Foll, ouais, franchement. Vous avez entendu Le Foll? Il nous explique qu'il faut accepter la retraite à 65 ans parce que c'était un acquis du Conseil national de la résistance sur lequel il ne faudrait pas revenir. Non mais, ils vont bientôt nous dire qu'il faut accepter de venir à 2 semaines de congés payés parce que c'est un acquis de 36. Bon. Alors, ouais, c'est drôle, mais il le fait sérieusement, le brave homme. Hein. Valls, donc, qui nous fait des appels maintenant à l'unité de la gauche. Mais de qui se fiche-t-il? De qui se fiche-t-il? Comment vous voulez unir la gauche à partir du moment où vous faites une politique de droite? Bien évidemment, Valls n'en croit pas un mot. Il ne croit pas à une semaine du scrutin que tout d'un coup nos listes, comme celle ici, vont tout d'un coup se désister en disant « Ah mon Dieu, mais bien sûr, il faut voter socialiste, voter socialiste ». Il pense simplement que sur la pression du vote utile, pour éviter un peu la catastrophe, il va siphonner notre électorat. Mais il commet un autre danger, parce qu'évidemment la menace qu'il agit, c'est le Front National. C'est qu'un peu plus, il met le Front National au centre de la vie politique française. Moi je ne sais pas, mais imaginez nos adversaires demain faire la même chose, dire « Ah là là, l'alliance Front de Gauche Europe écologiste est en train de casser la baraque, il faut absolument se mobiliser contre. » Qu'est-ce que vous feriez?
qu'est-ce que feraient nos électeurs? Ils iraient encore plus voter, ils se diraient, bah tiens, c'est de plus en plus crédible puisqu'ils nous craignent. C'est exactement ce qu'il est en train de faire avec le Front National. Il est en train de mobiliser leur électorat pour que dalle, parce que les gens iront de toute façon sanctionner le Parti Socialiste, parce que le Parti Socialiste mérite bien d'être sanctionné, parce qu'il fait une politique inverse de ce pour laquelle François Hollande a été élu. Et puis, vous me direz, bah, peut-être que ça va s'améliorer, mais alors, sauf que ça, ils n'en parlent pas du tout. Mais alors, pas du tout. C'est que, figurez-vous que ces gens-là ont un plan secret, à côté duquel la loi Macron va être une aimable plaisanterie. Ce plan secret, hein, c'est concret, 28 ministres des Finances qui se sont réunis le 10 mars, on n'a pas une ligne dans les journaux, pour décider de ce que la France allait devoir faire pour revenir dans les clous du moins de 3% d'ici 2017. François Hollande, tout de suite, a pris son courage à deux mains et a dit, non, il n'a pas dit je vais résister, il a dit ok, on va faire des milliards d'économies en plus, donc ça sera annoncé, a priori, hein, c'est prévu au printemps, avec des baisses drastiques dans les dépenses publiques, alors qu'on sait déjà que là, on en est à l'os, hein, au niveau des hôpitaux, des santé, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, et puis aussi ce qu'ils appellent des réformes structurelles. Alors les réformes structurelles, on sait ce que ça veut dire, sur les retraites, on travaille plus tard, au niveau des assurances sociales, on gagne moins, et au niveau de la durée légale hebdomadaire de travail, eh bien, tout simplement, on la dissout. Voilà ce qu'ils sont en train de nous préparer, sans le dire aujourd'hui, c'est-à-dire une politique de super austérité. Et pour tous ceux qui pensent qu'il n'y a que le gouvernement et le peuple grec qui est obligé de se soumettre par rapport à Berlin et Bruxelles, eh bien François Hollande prouve que la deuxième puissance en Europe, eh bien, ne résiste pas non plus, du moins tant qu'elle a des dirigeants qui, évidemment, ne résistent pas. Voilà la situation dans laquelle nous sommes, mais il y a, par rapport à ça, des choses qui nous permettent d'espérer. Première chose qui nous permet d'espérer, elle n'est pas électorale, mais j'en parle ici, c'est que le 9 avril prochain, il va y avoir la première grève interprofessionnelle syndicale depuis que François Hollande a été élu contre la loi Macron. Et qu'il faut absolument que cette manifestation et cette mobilisation entre la CGT, Force ouvrière, Solidaire et FSU réussissent. Il faut que ça réussisse parce que ce soi-disant colosse, je parle de François Hollande, vous voyez ce que je veux dire, a des pieds sacrément d'argile. D'abord, il n'a plus de majorité à l'Assemblée. La loi Macron n'a pas eu de majorité à l'Assemblée. Il a fallu qu'il fasse appel au 49.3 pour imposer par une mesure absolument autoritaire, digne de la Ve République, eh bien, le passage de sa loi. Et sa loi va repasser, parce qu'elle va être changée au Sénat, donc elle va repasser. Alors vous me direz, il peut peut-être faire la même chose, passer en 49.3, c'est sûrement ce qui se prépare à faire. Mais enfin, on voit que si on a une mobilisation sociale, ça va commencer à lui coûter de plus en plus cher, cette histoire. Donc, il faut bien faire les choses, se battre sur le mouvement social. Et puis, bien sûr, il y a les départementales. Bon, les départementales, ça a été dit par beaucoup depuis tout à l'heure, j'ai entendu Fabien, etc. On sait tous que c'est dur. C'est encore plus dur, malheureusement, dans les quartiers qui devraient être, j'allais dire, entre guillemets, sociologiquement pour nous, dans les quartiers populaires. C'est dur parce que, d'abord, il y a une confusion terrible, quoi. C'est absolument injuste, mais il se trouve que quand les médias n'arrêtent pas de parler du gouvernement de gauche, de la gauche, que les gens nous voient arriver en parlant de la gauche, bah, malheureusement, ils nous assimilent souvent, quoi. Bon. Alors, on le sait, on continue à expliquer, etc., mais c'est quelque chose, malheureusement, dont nous pâtissons. La deuxième chose qui est évidemment dure, c'est que on nous met le Front National partout. Je vais y revenir sur le Front National tout à l'heure. Pas trop, t'inquiète pas, Karima, mais on nous met le Front National partout, et effectivement, on nous met tellement partout que je pense qu'on peut annoncer, malheureusement, qu'ils seront le premier parti de France au premier tour, tout simplement parce qu'eux mobilisent leur électorat. C'est pas tant qu'ils gagnent sur les abstentionnistes, c'est qu'ils mobilisent leur électorat et fait nouveau. La droite a tellement assuré la porosité avec eux qu'ils commencent à siphonner l'électorat de droite, comme l'a montré l'élection partielle du tout. Et puis enfin, évidemment, c'est tout ça, c'est sur fond d'abstention, mais là aussi on l'organise, quoi. Comment voulez-vous que les gens aient envie d'aller voter quand des gouvernements successifs depuis des années font exactement l'inverse de ce pourquoi ils étaient élus? Comment voulez-vous qu'ils se sentent représentés par des guignols qui nous disent qu'ils ne signeront pas le traité européen tel qu'il est et qui, aussitôt qu'ils sont élus, le signent et disent à Mme Merkel, eh bien madame, bonjour, je vous ai signé le traité, etc., etc. C'est pas possible. Comment voulez-vous que les gens se sentent représentés par, dans une 5e République, des gens qui en décembre nous disent les compagnies d'autoroutes, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Vous savez, c'était en décembre, ça. La privatisation des autoroutes, c'est tellement scandaleux. Ah ben, ils ont vu ce qu'ils ont vu. Là, il n'y a pas eu de publicité, c'est passé là il y a quelques jours. Les compagnies d'autoroutes sont punies, elles vont pouvoir faire des tarifs différents selon qu'on soit jeune ou pas. Voilà.
nationalisation, on n'en parle plus de rien, etc. Elles peuvent continuer à faire leur beurre, il n'y a pas de problème, de toute façon c'est les grands groupes qui tiennent absolument tous ces groupes politiques, qu'ils soient malheureusement ceux des sociaux-libéraux ou des libéraux de droite. Et puis, je dirais l'abstention, évidemment, elle va être encore plus développée à ces départementales, parce que alors là c'est le clou, le pompon, j'allais dire, puisque nous avons un acte 3 de la décentralisation en train de passer, qui restructure totalement, j'allais dire, le territoire français, en remplaçant la notion d'égalité par une notion de compétitivité fort libérale entre les régions, les métropoles, on ne sait plus trop comment ils vont s'entendre, et derrière ça, il y a l'idée de supprimer les communes et les départements. Alors comme ils n'ont pas osé tout de suite, bon, pour l'instant, ils vont encore un peu attendre, mais tout le monde comprend qu'on est en train de déshabiller totalement les départements, et quand voulez-vous, là aussi, que les gens aillent voter sur une élection qu'ils ont plus du mal à comprendre, parce que tout a changé dans cette élection, les cantons, etc. Bien. Donc tout est fait pour l'abstention. Par rapport à ça, je crois qu'il faut se dire qu'au premier tour, il y aura un troisième événement, vous avez compris, je l'ai plus ou moins annoncé, c'est qu'il y aura une sanction de ce gouvernement comme jamais il y aura eu. C'est-à-dire que, après avoir perdu les municipales, après avoir perdu les européennes, après être incapable de faire passer une loi au niveau de l'Assemblée nationale, le Parti socialiste n'aura plus de majorité pour faire appliquer son programme. Alors vous me direz, dans ces cas-là, bah, je ne sais pas, on change de politique, non? Bah, non, François Hollande a dit il y a quelques jours, il l'a annoncé, il a dit ça ne marche pas, non il a dit ça ne marche pas, mais nous on dit ça ne marche pas, donc je continuerai quel que soit le résultat, c'est ça la démocratie. Par rapport à ça, il y aura aussi, je dirais, sur le tableau que je vous décris, peut-être des signaux d'espoir. Et les signaux d'espoir, ils sont ici ce soir. Ils sont ici ce soir parce que nous, là je parle du Front de gauche, on s'était fixé plusieurs objectifs pour ces élections. Tout ça dans le contexte difficile dont je vous ai parlé. Le premier objectif qu'on s'est fixé dans un texte national, c'est le fait justement de proposer aux électeurs, aux électrices, des listes autonomes des forces gouvernementales au premier tour, partout en France. Très franchement, c'est ce qui va se passer à 95% des cas. Donc c'est un premier objectif qui nous permet d'être lisible. Le deuxième objectif que nous étions fixés, c'était de dépasser le Front de gauche dans le maximum d'endroits. Quand je dis dépasser, ça ne veut pas dire en finir, mais ça permet justement de s'allier avec des forces non gouvernementales et en premier lieu, nos amis d'Europe Écologie, parce qu'il nous semblait avoir entendu depuis des mois une évolution évidente qui a fini par la sortie du gouvernement et qui a fini sur des votes significatifs, pas de tous les députés malheureusement, mais chacun connaît ses divisions, par des refus de la politique gouvernementale. Et nous avons réussi, tenez-vous bien, à faire en sorte que la situation que vous connaissez à Lille aujourd'hui se répète dans 38 départements français. Pas toujours de manière totale, il y en a 17 de manière totale, mais on peut considérer que 25% des cantons en France connaissent des alliances telles que la nôtre, parfois élargies à Nouvelle Donne, parfois même au NPA et à ce que nous appelons nos voeux, c'est-à-dire une application citoyenne. Autrement dit, nous avons peut-être le moyen dimanche, de commencer à envoyer quelques signaux pour l'avenir. Ces signaux, je vous préviens à l'avance pour ne pas être désespéré, vous les entendrez peu à la télé, tout simplement parce que le ministère de l'Intérieur a absolument trafiqué toutes les étiquettes. Il a considéré que dès lors que vous aviez des candidats, je ne sais pas comment vous avez fait à Lille là-dessus, il faudra que vous me disiez, mais dès lors que vous aviez un candidat Front de gauche Europe Écologie, bah, au lieu d'être soit Front de gauche Europe Écologie, soit mieux une étiquette commune qui lui permet d'identifier le processus, bah, il était soit d'hiver gauche, soit union de la gauche. Voilà. Donc ça sera absolument illisible. On fera nos chiffres, nos comptages nous-mêmes. On s'est entendu au niveau du Front de gauche et on est en train de discuter avec Europe Écologie là-dessus pour les donner lundi. Mais en tout cas, ça sera illisible. Pour autant, moi j'espère fortement, en tout cas parce que c'est une promesse pour l'avenir, que tous les endroits où nous sommes unis, nous montrerons que nous faisons mieux qu'additionner nos voix. Nous montrerons que nous progressons. Nous montrerons que dans beaucoup d'endroits, nous sommes capables de passer au second tour, c'est-à-dire très clairement d'être devant le Parti socialiste, ce qui est absolument fondamental dans la situation. Voilà ce qu'on peut espérer de ce premier tour, c'est-à-dire des signaux pour la suite. Et cette suite, si nous réussissons, elle est évidemment importante. Elle passe par le fait qu'il faudra être offensif et audacieux si nous voulons d'ici 2017 changer la donne. Ça veut dire un espace commun. Moi j'ai vu Karima, il n'y a pas longtemps, une interview de Cécile Duflot qui parle d'une force politique qui ne soit pas un parti, où les partis se mettent au service de cette force, sans la décrire exactement, ça peut être un mouvement, espace qu'on veut, mais il faut qu'on arrive à déboucher sur quelque chose qui se dote d'un programme, comme on avait fait au niveau du Front de gauche pour l'UMA d'abord, et qui prépare comme ça les prochaines échéances électorales pour être crédible et utile par rapport à la population.
Et d'ailleurs, moi je trouve que vous êtes en avance parce que je trouve que votre logo est pas mal derrière, avec le petit truc, et que manifestement c'est des couleurs qui s'associent plutôt bien. Donc voilà ce qui est devant nous. Je suis absolument certain pour ma part que 2015 peut être une année où nous connaissons, je vais conclure là-dessus, d'autres bouleversements. Malheureusement, c'est une année qui a commencé de manière dramatique. Nous le savons avec les assassinats de Charlie, de nos concitoyens de supposés ou en tout cas d'origine juive et les policiers. C'est une année qui a commencé par la belle réaction républicaine du 11 janvier. C'est une année aussi qui a vu pour la première fois l'autre gauche devancer et pulvériser la social-démocratie et gouverner un pays qu'est la Grèce, même si nous savons que la situation est difficile pour le gouvernement Tsipras, parce qu'il n'a pas les mêmes marges de manœuvre que nous aurions si demain nous gouvernerions ce pays. C'est une année qui peut voir Podemos remporter les élections en novembre en Espagne. Donc il n'y a pas de raison. Nous qui avons été capables, en tant que front de gauche, de rassembler 4 millions des voix en 2012, qui sommes capables très certainement d'impulser une dynamique avec Europe Écologie et d'autres forces, il n'y a pas de raison que nous aussi, nous ne marquions pas 2015 de notre empreinte, que ce soit départementale ou régionale, dans les mobilisations. Voilà, c'est tout le mal que je nous souhaite. Je suis pour ma part très content qu'à Lille, vous fassiez partie de ces expériences parce que ce n'était pas gagné au départ. Moi je me rappelle être venu une discussion de mon parti il y a quelques temps qui espérait ça, qui a œuvré, c'était pas sûr, et vous êtes arrivé à faire en sorte que les cantons de la métropole lilloise le soient. Après tout, c'est un des berceaux du socialisme français. Pourquoi ça ne serait pas bientôt un des berceaux de ce que nous on appelle l'éco-socialisme? Après chacun peut donner des noms, mais on voit bien que c'est une construction qui à la fois parle de la question de la démocratie, du social, de l'écologie. Et comme disait tout à l'heure mon camarade Thierry Duel, j'ai été visité à Roubaix, à Waterloo, dans une zone où ça va être effectivement difficile de lutter contre l'abstention. Plus que jamais, on lâche rien. Voilà ce que je vous souhaite. Merci.